Choix 98.1. Choix Radio X. Schopenhauer a déjà dit « Toutes les religions promettent des récompenses pour les qualités de cœur ou de volonté, mais aucune pour les qualités d'intelligence ou de compréhension. » Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Vendredi 9 avril 2021, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X, merci d'être là. Christian Page, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Marceau. Tel un soleil, toi, t'es là, ouais. Tu nous éclaires, soleil de tes pensées. Il fait Oui, beau, bien. Christian, il fait beau à Québec. Qui fait, ouais, écoute, dans la région de Montréal, il fait également très, très beau, une véritable journée printanière. Ouais. Écoute, j'en ai profité pour laver ma voiture. tu on peut pas faire grand-chose. Tu l'as caressé. On peut pas sortir, on peut pas rencontrer des amis, donc on reste un peu chez soi. Donc écoute, j'ai astiqué ma voiture aujourd'hui. T'as astiqué ses courbes. Ah oui, j'ai astiqué les courbes. Là, c'est la décapotable, là. Non, ça a été, là, c'est ma Camaro. C'est la Camaro T-Top que j'ai lavée aujourd'hui. Quelle année? C'est 1999, une Z28. Z28. Combien de cheval là-dedans? Écoute, c'est quelque chose comme tout près de 400 chevaux. Là. C'est 380 ou un truc comme ça. Écoute, en fait, c'est un moteur de Corvette qui est dans cette voiture-là. Ouais. Et c'est puissant. Fait que quand tu pèses, ça avance. Ah, écoute, je me rappelle la première fois où j'ai fait un essai routier avec cette voiture-là. J'ai jamais oublié le moment. Donc, j'arrive sur l'autoroute avec le vendeur. Et là, il me dit, ben écoute, appuie sur le champignon. Écoute, t'appuies là-dessus, là, tu enfonces dans le banc, là, t'as l'impression d'être une fusée, là. Ouais, avec tout le bruit, le moteur, là, tu sais, c'est un moteur classique, là, le moteur de Corvette de ces années-là. Écoute, c'est fantastique. Et il y a un plaisir également. Hein. J'ai sorti cette voiture-là il y a 3 semaines maintenant de son hangar, parce que l'hiver, elle est entreposée. Et d'année en année, à chaque fois que je ressors cette voiture-là, c'est le plaisir de la conduite. Hein. Les gens qui ont une voiture comme celle-là, ou une voiture sport, là, t'embarques là-dedans, écoute, on est assis très bas, on met les mains sur le volant. Il y a une espèce de feeling. Conduire une voiture sport, c'est quand même quelque chose. C'est une expérience, hein, et c'est une expérience agréable, renouvelée année après année, ça, depuis très longtemps maintenant. Donc, c'est vrai, ma Camaro Z28, c'est ma voiture favorite, et je te dirais, à vie, ça a été ma voiture favorite. J'ai eu plein de voitures. Évidemment, je conduis depuis les années 70, tu comprends? Je me rappelle encore, ma première voiture, c'était un Chevrolet Monte Carlo, tu sais. Et depuis, il y en a passé beaucoup. Mais de toutes les voitures que j'ai eues, la voiture dont j'ai eu le plus de plaisir à conduire, c'est cette Camaro Z28. Les gars de char nous écrivent écrivent présentement, puis ils disent « Tabarouette, Christian, on te pensait pas comme ça. » Oui, je sais. C'est mon petit côté, ça, mon petit côté masculin. Oui, voilà, hein? voilà. Ma bière, mon Playboy, puis ma Camaro Z28. Mon Playboy! Quelle année? 68? Dans le temps où ils mettaient des madames dedans. mais toi, tu sais, t'es tel intellectuel, tu lisais juste les articles. Oui, moi, à toutes les fois que j'ai acheté un Playboy dans ma vie, c'est essentiellement pour les articles. Ce soir, dans Radio X-Files, le sujet de la soirée, ce sera la bataille d'Hopkinsville. Oui, puis c'est amusant parce que cette histoire-là est née d'abord d'une question d'une auditrice
qui a regardé la série Projet Blue Book, qui est actuellement diffusée sur le réseau Historia, ici au Québec. Et dans l'épisode, dans la saison 2, l'épisode 4, on présente une histoire assez exceptionnelle, une histoire très atypique. Dans le domaine des ovnis, c'est un classique, mais en même temps, c'est une histoire qui est excessivement atypique, où un groupe de fermiers qui étaient réunis dans une maison, ça se passait dans la vraie vie, ça se passait à Kelly Station en août 1955, et ces gens-là, pendant 3 heures, leur maison a littéralement été assiégée par des espèces de gnomes lumineux. Donc, cette histoire-là, comme je l'ai mentionné, c'est devenu un classique dans l'histoire des ovnis. On l'a repris dans la série Projet Blue Book. Elle avait déjà fait l'objet d'une réadaptation dans une série sur les ovnis. À la fin des années 1970, il y a eu une série américaine qui s'appelait Project UFO, qui était assez semblable à Project Blue Book, c'est-à-dire qu'on prenait des véritables dossiers du Projet Blue Book et on les mettait en images. Donc, dans cette série, une série qui n'avait pas connu beaucoup de succès à l'époque parce que c'était... il y avait un ton très, très sceptique qui était présenté là-dedans et les gens aimaient moins ça. On arrivait toujours avec une explication. C'était toujours un peu le coït interrompu, et particulièrement durant la 2e saison. Malheureusement, c'est la triste réalité. Il faut quand même savoir que le projet Blue Book en lui-même a enquêté sur 12 619 observations d'OVNI et il y en a seulement 701 qui sont demeurées non identifiées. Et quand on dit demeurer non identifiées, ça ne veut pas dire qu'il y avait quelque chose de très exotique. En non identifié, l'événement a pu rester sans explication parce qu'on a manqué d'informations, parce qu'il y avait des zones grises dans les témoignages. Donc, il peut y avoir une foule de raisons pour laquelle les enquêteurs du projet Blue Book n'ont pas trouvé d'explication. Mais, somme toute, il faut quand même se rappeler que c'est plus de 95% des observations de Blue Book qui ont trouvé des explications. Donc, c'est sûr qu'on est toujours un peu dans le coït interrompu. Et dans le cas de cette série Project UFO dans les années 70, on prenait de nombreux cas OVNI, on présentait au public un peu la façon dont les témoins les avaient racontés, et ensuite on suivait 2 enquêteurs qui étaient des enquêteurs du projet Blue Book et qui arrivaient bien souvent à des explications rationnelles. Donc, c'est une série qui n'avait pas connu beaucoup de succès, mais on avait quand même fait une adaptation de cette histoire de la bataille d'Hopkinsville. Et écoute, moi-même, lorsqu'on a fait la 3e saison à Canal D de Dossier Mystère, on avait ouvert un peu les frontières. Au départ, les 2 premières saisons de Dossier Mystère étaient des saisons où on parlait essentiellement d'histoire canadienne, pour des raisons techniques, pour des raisons de budget, Fonds de Téléfilm Canada. Bon, il y avait toutes sortes de contraintes. Et pour pouvoir assembler l'argent, pour pouvoir tourner ces séries-là, il fallait se plier à ces contraintes. Et l'une des contraintes était que les histoires devaient être très canadiennes. Donc, c'est pourquoi les 2 premières saisons de Dossier Mystère étaient essentiellement des histoires, des mystères canadiens. Je ne veux pas dire que ce n'étaient pas des bonnes histoires, il y en a là-dedans qui étaient excellentes. Certaines sont connues à l'échelle de la planète, tellement elles sont exceptionnelles. Mais on avait cette contrainte-là. Et quand on a fait la 3e saison, là, les règles avaient changé, on pouvait s'ouvrir un peu à l'international. Et je te dirais, Yannick, que l'une des toutes premières histoires que j'ai choisi de faire, c'est la bataille d'Hopkinsville. Donc, on la retrouve dans Dossier Mystère saison 3. Un segment a été consacré à la bataille d'Hopkinsville. Et pour l'occasion, c'est assez amusant. Je me suis rendu là-bas à Hopkinsville. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui avaient côtoyé la famille Sutton. Et il faut dire que la famille Sutton, au centre des événements, se sont trouvés une porte-parole en la personne de Geraldine Sutton-Stitt, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Alien Legacy. Et cette Geraldine Sutton-Stitt, elle est l'une des filles d'Elmer Sutton, qui est le personnage central de notre histoire. Elle n'était pas née au moment où les événements se sont produits. Elle est née quelques années après. Mais évidemment, cette histoire-là a fait partie d'un héritage familial. On en a parlé à chaque réunion de famille, on parlait de cet événement-là. Donc, elle m'a raconté un peu comment ça se passait dans la famille et comment cette famille-là a vécu, en fait, depuis maintenant, on est 60 ans, 65 ans après les événements,
comment depuis toutes ces années, les gens ont continué dans la région de Hopkinsville de parler de cette histoire-là. Et aujourd'hui, il y a à Hopkinsville un petit festival, le Festival des Hommes Verts, le Little Green Man Festival, qui se tient en août, et ce depuis 2 ou 3 ans maintenant. Ça se tient en août et ça se tient tout près de là où se trouvait autrefois la ferme de la famille Sutton, qui n'existe plus aujourd'hui. Moi-même, d'ailleurs, avec Géraldine Stitt, on a eu de la difficulté à trouver l'endroit. Bon, on arrive, on est à une intersection de 2 routes rurales, il y a un champ, puis là, elle nous dit, tu vois, là où il y a la grange, ben autrefois, la ferme se tenait plus ou moins à cet endroit-là. C'est un peu difficile de retrouver l'endroit aujourd'hui, mais c'est vrai que ce sont des événements, la région, même si c'est dans une région rurale, tout ça a beaucoup changé au cours des 60 dernières années. Mais tout ça pour te dire que c'est une histoire, un grand classique dans l'histoire des ovnis, histoire excessivement atypique, très mystérieuse. Et donc, suite à cette question où la dame avait écrit, après avoir visionné l'épisode de Project Blue Book, elle me dit, est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire-là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Donc, au début, j'ai pensé lui répondre. Et puis, finalement, l'affaire a grossi. Puis je me suis dit, tiens, je vais faire plutôt une petite capsule où on va raconter cette histoire-là. Et comme on le fait à l'habitude maintenant, présenter les pour et les contre. Est-ce que oui ou non, il faut croire, adhérer au témoignage de la famille Sutton qui disent avoir été attaqués par ces gnomes lumineux. Donc ça sera en deuxième partie de l'émission. Parfait, on passe maintenant à l'actualité de la semaine. Mike Rogers versus Travis Walton. Oui, ça c'est quand même assez inquiétant, je dirais même troublant. Rappelle-toi, il y a quelques mois, cet automne, on avait parlé de l'enlèvement de Travis Walton. Donc, ce Travis Walton, son histoire a été reproduite au cinéma, a été adaptée au cinéma assez librement quand même, dans un film qui s'intitule Fire in the Sky. En français, c'est OVNI, l'ultime rencontre. Donc, grosso modo, les événements, on a un groupe de 7 bûcherons, même si dans le film, on n'en voit que 6. Dans la réalité, ils étaient 7 bûcherons. Ils travaillaient près de Snowflake, au nord de Snowflake, en Arizona, dans une réserve forestière qu'on appelle le parc des White Mountains. Donc, ces gens-là travaillaient, ils avaient un contrat d'abattage pour le département des forêts aux États-Unis. Donc, on coupait du bois. Et ce soir-là, donc le soir du 5 novembre 1975, ils quittent assez tardivement, contrairement à d'habitude, dès que le soleil tombait, les gens quittaient, mais ils sont demeurés un peu plus longtemps ce soir-là. Et au moment où ils rentrent à Snowflake, on a nos sept bûcherons dans une camionnette. Ils vont observer une espèce de lumière dans la forêt. Ils vont se diriger vers cette lumière-là. Au départ, ils pensent qu'il s'agit peut-être d'un feu de forêt. Et lorsqu'ils arrivent sur place, ils voient un objet, selon leur témoignage, bien sûr, ils voient un objet qui se tient immobile dans l'air, on dirait 2 soucoupes renversées l'une sur l'autre. Et l'un de ces bûcherons, Travis Walton, décide de sortir de la camionnette et se dirige vers l'objet. Ses compagnons lui disent non, faut pas faire ça. Ils sont inquiets, bien sûr, parce que bon, c'est un spectacle assez inhabituel. Et à un moment donné, alors que Walton se trouve sous l'objet, il y a une espèce de rayon vert, un rayon vert bleu qui sort de l'objet, qui frappe Walton à la poitrine. Walton est projeté dans l'air. Et là, ses compagnons, évidemment, qui avaient commencé à débarquer de la camionnette, et remontent dans le véhicule et on se sauve. Et ils vont faire quelques kilomètres à travers le bois, mais ils sont pris soudainement de remords. Bien sûr, ils ont vu Travis être zappé par ce rayon bleu verdâtre. Mais est-il mort? Est-il blessé? Ils ont l'impression d'avoir abandonné leur compagnon. Ils vont retourner sur place et à ce moment-là, Travis Walton a disparu. 5 jours plus tard, Walton réapparaît. Il donne un coup de téléphone, il appelle son beau-frère, on vient le cueillir à une station-service. Et là, il va raconter qu'il a été amené dans un vaisseau spatial. Il aurait rencontré des créatures qui étaient contrairement au film, on a l'impression de voir des espèces de créatures un peu monstrueuses, déformées, qui ont presque des attitudes de médecins nazis parce qu'on prend Walton, on le met sur une table, il fait vivre des expériences qui sont tout à fait troublantes. Dans la réalité, c'est pas ce que Walton a raconté. Il dit, voilà, je me suis retrouvé dans cet engin, il y avait un homme avec un survêtement bleu, une combinaison très moulante bleue. Le personnage était de taille normale, il avait les cheveux blonds, des traits plutôt agréables. Il avait la tête sous une espèce de casque qui ressemblait à un globe de verre. Il l'a accompagné dans une autre pièce et là, on l'a étendu sur une table. Il y avait un autre homme et une femme qui ressemblaient goutte
goutte pour goutte à l'homme qu'il avait rencontré dans un premier temps. Donc, on avait l'impression d'être en présence ou de jumeaux ou de clones les uns des autres. Et là, Walton raconte qu'on lui a placé sur le visage une espèce de masque. Il a perdu conscience et lorsqu'il s'est réveillé, il était sur le bord de la route et l'objet avait disparu. Donc, c'est un peu l'histoire qu'il raconte. C'est quand même une histoire relativement courte, un épisode très sommaire, malgré que Walton a quand même été porté disparu pendant 5 jours. Cette histoire-là, elle est dans l'univers des ovnis, c'est un grand classique. Pour les gens qui croient aux enlèvements extraterrestres, c'est un peu une pierre angulaire. Moi, personnellement, je m'en cache pas, je ne crois pas beaucoup, je ne crois pas du tout aux enlèvements extraterrestres. Je reste l'esprit ouvert, mais je suis toujours un peu dans la position où sont les preuves. Dans l'affaire Walton, il y avait quelque chose qui était un peu agaçant. C'est que les compagnons de Walton, et on parle de 6 individus ici, beaucoup de ces individus-là, on ne parle pas ici d'un groupe très serré, hein. Ce ne sont pas des amis de longue date qui se tapent dans le dos et qui sont croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Pas du tout. 2 d'ailleurs, des membres du groupe étaient des nouveaux venus dans le groupe des bûcherons. Ils avaient été engagés quelques jours plus tôt. Ces gens-là ne se connaissaient pas nécessairement. Ils n'étaient pas fondamentalement des amis. D'ailleurs, un d'entre eux, Alan Dallas, qui est décédé il y a quelques années, parce que bon, c'est un toxicomane, il est décédé d'une surdose de drogue. Il est décédé il y a quelques années. Ce Alan Dallas avait d'ailleurs une dent très marquée contre Walton, et on le voit bien dans le film. Les 2 hommes se détestaient viscéralement. Et pourtant, malgré la situation, malgré que beaucoup d'entre eux étaient des nouveaux venus, que 2 d'entre eux étaient des nouveaux venus, que le groupe était très hétéroclite, ces gens-là n'ont pas changer d'un iota leur version de l'histoire au fil du temps. Hein, il racontait, bon, on a vu l'objet, Walton a été zappé, maintenant, est-ce qu'il a été enlevé à bord d'un ovni? Lui seul le sait. Mais pour la première partie de ce scénario, ces gens-là ont toujours confirmé qu'ils avaient été témoins de ça, et ils ont passé des tests, à plusieurs reprises, ils ont passé des tests de détecteurs de mensonges qu'ils ont passés haut la main. Oh. Et là, ici, on parle des témoins qui sont dans la camionnette. Avec Walton, c'est autre chose. Il a passé 3 tests de détecteurs de mensonges, dont un qu'il a flanché là, de manière magistrale. Généralement, ceux qui défendent l'affaire Walton ont tendance à ne pas le mentionner. On mentionne les deux cas de détecteurs de mensonges qu'il a passé avec, comme on dit, avec les flying colors, avec un bon succès. Mais il y a quand même un test de détecteur de mensonges que Walton a échoué. Néanmoins, les autres témoins, donc ceux qui assistent à la présence de l'objet, ce fameux rayon bleu turquoise qui va frapper Walton, ces gens-là, vont passer des tests et ils vont passer le test du détecteur de mensonges, vont réussir. Et au fil du temps, ils vont garder la même histoire. Ils ne changeront pas leur histoire. Même si ces gens-là n'ont pas nécessairement beaucoup de sympathie pour Travis Walton, ils vont garder la même histoire. Et là, il y a soudainement, au cours des derniers jours, je dirais qu'il y a eu un coup de pied dans la ruche. Le principal témoin qui a toujours été l'un des grands supporters de Travis Walton, c'était le patron, le chef du chantier, qui, paradoxalement, est aussi le beau-frère de Travis Walton, un type qui s'appelle Mike Rogers. Donc, à l'époque, Mike Rogers et Travis Walton étaient de grands amis. Quelques années après, comme je t'ai mentionné, Walton va épouser la sœur de Mike Rogers. Et Mike Rogers, c'est un peu le leader de l'équipe. Et tous les gens vont se placer derrière lui. Hein. Mike Rogers, c'est le porte-parole du groupe. Et Mike Rogers a toujours défendu bec et ongle l'histoire de Travis Walton. J'étais là, j'ai vu Walton, il a été zappé par le rayon, et c'est lui qui va prendre, parce que dans les jours qui vont suivre, bien sûr, il va y avoir dans la ville de Snowflake des espèces de suspicions. Où est Walton? On va même aller jusqu'à évoquer la possibilité d'un meurtre. Est-ce qu'il y a eu une bagarre sur le chantier? Est-ce que Walton a été blessé ou tué, pire, tué, et enterré quelque part, et on essaie de faire croire qu'il a été zappé par un ovni? Et donc, il va y avoir toutes sortes de soupçons. Ces gens-là vont se retrouver dans le collimateur du bureau du shérif, et Mike Rogers va toujours maintenir sa version des faits. Il ne change rien, il prend sous son aile ses compagnons. Si vous avez des questions à poser, posez-les à moi plutôt qu'à eux. Bon, tu vois un peu le genre de bonhomme. C'est un leader, ce Mike Rogers. Et voilà que, comme je l'ai mentionné, Rogers, depuis 1975, a toujours
défendu l'affaire Travis Walton. Et moi, je te dirais que lorsqu'on me parle de cette histoire-là, j'en ai un peu rien à cirer de l'histoire que Walton raconte. Elle paraît un peu farfelue. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a fait le film Fire in the Sky, OVNI, l'ultime rencontre, on a changé toute l'expérience à l'intérieur de l'OVNI parce que le producteur lui-même disait « Cette histoire-là est tellement ridicule que si je la mets en image, les gens vont rigoler dans le cinéma. » Et c'était pas ça qui était l'objectif. On voulait raconter une histoire qui soit terrifiante. Donc, on change l'histoire à l'intérieur de l'OVNI. Et puis, une histoire d'enlèvement extraterrestre, bien sûr, où sont les preuves? La seule chose qui m'agaçait dans cette histoire-là, c'était bien sûr cette espèce de maintien du récit. Hein. On s'attendait qu'au fil du temps, les amitiés s'émoussant, les gens s'éloignant les uns des autres, qu'à un moment donné, certains des compagnons de Walton auraient dit « vous savez, cette histoire-là, elle est fausse, c'est pas vrai, on n'a pas vu d'OVNI », mais c'est pas arrivé. Et ça, c'était un peu l'élément que je trouvais un peu étrange dans cette histoire-là, ce tissage serré des témoignages entre les divers membres du groupe. Mais voilà que, au cours des derniers jours, Mike Rogers a pris un peu ses distances. Hein. Donc, les 19, 20 et 25 mars derniers, sur sa page Facebook, Mike Rogers il est allé de commentaires qui sont quand même troublants par rapport à l'affaire Walton. Il a commencé par dire qu'il ne voulait plus ou ne pouvait plus être considéré comme un témoin du présumé enlèvement de Travis Walton. C'est quand même étrange, hein? Il dit « Je ne peux plus être considéré comme un témoin du présumé ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire par présumé? Et là, il y a un échange qui va se faire sur la page web de Mike Rogers où il va discuter avec Walton, hein, parce que Walton écrit. Walton l'accuse de chercher à attirer l'attention sur lui et Mike Rogers va jusqu'à le traiter de menteur sur sa page Facebook. Alors là, tu te dis, écoute, on vient de donner un coup de pied dans la ruche, et les gens qui écrivent sur la page de Mike Rogers, donc ses amis Facebook, lui disent, est-ce que tu es en train de dire que cette histoire-là s'est pas produite, que tout ça est inventé? Et là, Rogers, il va de commentaires qui sont un peu nébuleux. Hein. Il dit, l'événement est arrivé, mais du moins selon notre point de vue. Ça veut dire quoi, ça, selon notre point de vue? Et à un autre commentaire, lorsqu'une femme lui demande de s'expliquer davantage, Mike Rogers répond simplement, peut-être que c'est arrivé, puis peut-être que c'est pas arrivé. Donc, tu vois, là, on est entre deux eaux, c'est excessivement nébuleux, et là, on apprend, à travers ces commentaires, que la dissension entre Walton et Mike Rogers viendrait du fait que Travis Walton aurait voulu négocier une reprise, un remake du film Fire in the Sky, hein, OVNI, l'ultime rencontre, et ce, sans en parler à Mike Rogers. Et là, visiblement, Mike Rogers s'est senti un peu insulté de ne pas faire partie du projet, et là, c'est un peu cette espèce de guerre de tranchées qui se produit, là, Rogers, Walton, et ça. Et voilà que soudainement, le 2 avril, Mike Rogers efface tous ses commentaires négatifs sur Travis Walton. Donc, si vous allez sur la page de Mike Rogers, vous ne retrouverez pas ce duel d'écriture entre Rogers et Travis Walton. Et là, Mike Rogers publie un court message disant « Travis et moi essayons de nous réconcilier ». Fait que là, écoute, en tirant les conclusions que tu veux, mais c'est quand même surprenant, tu sais. Si moi, je suis témoin d'un événement, peu importe les gens qui sont dans mon entourage, qu'on soit amis ou ennemis, je suis témoin de l'événement, tu sais. Je veux dire, ma qualité de témoin de l'événement n'est pas fonction de l'amitié que j'ai envers les autres individus témoins du même événement. Et ça, c'est quand même assez curieux, et ça nous amène quand même à réfléchir sur le lien qui unit réellement Travis Walton et Mike Rogers. Est-ce que c'est réellement le fait d'avoir été témoin impliqué dans cet événement OVNI, ou est-ce plutôt la perspective de faire des dollars en s'inspirant ou en racontant une histoire d'OVNI plus ou moins fantaisiste? Ogo Pogo. Qu'est-ce qu'on mange en fin de semaine?
Un Ogopogo. 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 Écoute, cette histoire-là, elle est un peu amusante parce qu'elle s'inscrit au cours des dernières semaines, des derniers mois. On a beaucoup parlé de ces espèces d'appropriation culturelle. Donc, on peut plus faire ceci parce que, bon, si on fait un film avec, je sais pas moi, par exemple, des Afro-Américains, ben il faut que ce soit réellement un Afro-Américain qui joue le rôle de l'Afro-Américain. Donc, tu vois un peu la situation, là. Et, ou si on fait un film avec des Autochtones, ben il faut que ce soit des Autochtones qui jouent le rôle des Autochtones ou des Chinois. Donc, il y a toute une espèce d'appropriation. Puis on l'a vu, par exemple, ici au Québec, des pièces de théâtre qui ont dû être annulées ou repensées en fonction des comédiens qui incarnaient certains personnages. Et notre affaire d'Ogopogo arrive exactement dans cette situation-là. Ce Ogopogo, il faut savoir que c'est le nom que l'on donne à un monstre lacustre qui vivrait dans le lac Okanagan, dans la vallée de l'Okanagan, en Colombie-Britannique. Et en fait, les observations se comptent par dizaines, voire par centaines, et certains ont même été jusqu'à qualifier le lac Okanagan de notre Loch Ness canadien, pour te situer un peu. Donc, la créature, elle est souvent décrite comme un grand serpent. D'ailleurs, Ogopogo, il faut savoir que dans les communautés autochtones locales, cette histoire-là fait partie des traditions, des légendes des peuples autochtones. Eux l'appellent Na'aitku. Et Na'aitku, ça veut dire le serpent du lac. Donc nous, le nom de race blanche qu'on lui a donné, c'est Ogopogo. Et en fait, ça vient d'une chanson du milieu des années 20 où, une chanson un peu folklorique, puis on raconte l'histoire d'un voyageur qui rencontre un homme sur les bords du lac. Il lui dit « Tu cherches quoi? » Puis il dit « Je cherche Ogopogo. » Fait que c'est comme ça qu'on a baptisé la créature Ogopogo. Mais tout ça pour te dire, Yannick, que dans la ville, une des villes, notamment la ville de Vernon, qui se trouve sur les bords du lac Okanagan, a fait enregistrer le nom de Ogopogo dans les années 50 comme étant une marque de commerce. Donc, tu comprends, on a beaucoup capitalisé là-dessus. Il y a un parc à Vernon qui s'appelle le parc Ogopogo. On a une sculpture de la créature Ogopogo. Et tout ce qui utilise le nom commercial de Ogopogo doit bien sûr demander l'autorisation à la ville de Vernon qui a fait enregistrer ce nom-là. Et depuis quelque temps, il y avait une espèce de bras de fer entre la ville de Vernon et les sociétés, les groupes autochtones, et particulièrement la société, le groupe autochtone, la tribu des Syilx, qui, eux, demandaient à se réapproprier le nom d'Ogopogo. Bien sûr, ils ont leur propre nom indigène pour décrire la créature, mais bien sûr, lorsqu'on parle ou on fait des activités, on doit bien utiliser le nom par lequel la créature est surtout connue dans la région, et ce nom étant Ogopogo. Donc, il y avait ce bras de fer, parce que tu comprends que les Premières Nations avaient l'impression qu'on leur volait quelque chose qui faisait partie de leur patrimoine, de leur héritage, même si on avait changé un peu le nom, c'était quand même l'histoire du monstre du lac Okanagan, et donc, eux, ils refusaient, bien sûr, de demander des autorisations à la ville de Vernon, parce qu'ils considéraient que ça leur appartenait. Et donc, il y a quelques jours, la ville de Vernon, à l'issue de ce bras de fer, a décidé de plier et enfin ont redonné, et je pense que c'est une bonne chose, ont redonné aux communautés autochtones qui vivent le long du lac Okanagan le nom de Ogopogo qu'ils peuvent dorénavant associer à Na'aitku, le nom autochtone du serpent du lac. Donc maintenant, les autochtones ont récupéré ce qui leur appartenait comme étant un élément de leur patrimoine. UAP ou encore UAV? Ça, c'est particulièrement intéressant, Yannick. C'est sorti il y a quelques jours. On a beaucoup parlé d'ailleurs dans la signature à l'introduction de l'émission Radio X-Files. On a ces pilotes qui disent « Oh my gosh », puis là, ils parlent de ces ovnis. Et on en a beaucoup parlé au cours des derniers mois. Ces événements, on le sait maintenant parce que, ça a été abondamment rapporté dans la presse, puis nous, on a fait plusieurs émissions là-dessus. Ces événements ont été connus pour le grand public à partir de 2017 avec un article publié dans le New York Times. Et l'article révélait qu'entre 2008 et 2012, le gouvernement américain avait tenu un projet d'étude sur les ovnis qui s'appelait le projet ATIP, un acronyme qui voulait dire Programme d'identification avancée de menaces aérospatiales. Et donc, depuis, on apprend aussi que la US Navy, en particulier, a gardé un œil sur ces histoires d'apparition d'ovnis et qu'ils ont rebaptisé UAP, qui veut dire Phénomène aérien non identifié, Unidentified
Aerial Phenomena, UAP. Donc, c'est le nom qu'on a donné à ces objets-là. Et on avait les films, au moment où l'article paraît dans le New York Times en 2017, dans les mois qui suivent, 3 films vont commencer à circuler sur les médias sociaux. Et ces films, la US Navy l'a confirmé l'an dernier, ces films sont tout à fait authentiques. Ils ont été classés originalement comme étant des phénomènes aériens non identifiés. Donc, comprenez ce que vous voulez par quand on dit ils ont été classés initialement. Est-ce que ça veut dire que depuis, on sait ce que c'est, ça a été identifié? Bien, peu importe, je vous laisse interpréter ce que vous voulez. Mais donc, ces 3 films-là, la US Navy reconnaît que ce sont des films authentiques qui montrent sur le coup des phénomènes aériens non identifiés. Et on savait que ces événements-là s'étaient produits lors de 2 épisodes très particuliers. Un premier en 2004 au large de San Diego, alors qui impliquait un navire, un porte-avions qui s'appelait le USS Nimitz, et une histoire d'OVNI très particulière où un pilote, le commandant Fravor, aurait poursuivi un objet, un OVNI qu'on appelle l'OVNI Tic-Tac, à cause de sa forme qui rappelle ces fameuses menthes, là, ces fameux bonbons un peu ovoïdes. Donc il dit, j'ai poursuivi un de ces objets-là, l'objet est descendu au-dessus de la mer, je voyais des tourbillons dans la mer, je me suis approché, l'objet a zappé, il s'est éloigné très très rapidement. C'est dommage qu'en dehors du témoignage de Fravor, on n'a pas d'image de cette rencontre. On a des images subséquentes, 2 des vidéos qui circulent sur les médias sociaux ont été tournés lors d'événements subséquents, mais malheureusement, ces vidéos montrent des phénomènes aériens dont les déplacements sont assez conventionnels. Donc, est-ce que ce sont réellement des ovnis? Est-ce que ce sont des drones d'une autre nation? C'est difficile à se prononcer. Et les images ne sont pas très éloquentes en soi. On ne voit pas de manœuvre aérienne qui soit très particulière. Les objets volent à peu près 600 km/h, et ce sont des vitesses qui sont propres à des appareils, des jets, des avions de chasse. Les objets ne font pas de manœuvre aérienne spectaculaire, ne font pas de virage à 90 degrés, ne font pas d'accélération soudaine. Donc, ce sont des vidéos intrigantes, même si certains sceptiques leur ont trouvé des explications. Explication que je trouve tout à fait rationnelle, mais bon, c'est une explication parmi d'autres, mais ce sont des vidéos intéressantes, il faut l'avouer. Et donc, on avait ces événements de 2004, et ensuite, on sait qu'une des vidéos vient d'une autre série d'événements qui se serait produit cette fois sur la côte est américaine, au large de la Géorgie, en fait, à la frontière de la Géorgie et de la Floride, impliquant un autre navire qui s'appelait le USS Roosevelt. Donc, c'était là aussi un porte-avions. Là aussi, on parle d'objets détectés par les radars, de l'envoi de chasseurs, et l'une de ces vidéos qui circulent sur le web aurait été prise à ce moment-là. Et au moment où tout ça apparaît, donc en 2017, les vidéos sont publiées, il y a énormément d'intérêt, donc depuis maintenant pratiquement 4 ans autour de ces événements-là, on a l'impression que ces événements étaient des événements plutôt isolés. Et voilà que cette semaine, on apprend que c'est peut-être pas aussi isolé qu'on le voudrait, ou en tout cas qu'on aurait voulu nous le faire croire, parce que la US Navy a publié des documents qui montrent que d'autres incidents semblables se sont produits, et en particulier durant la 2e semaine du mois de juillet 2019. Donc, c'est quand même tout récemment. On avait un groupe, une flotte de navires de la US Navy qui était en opération, en manœuvre, à quelques 160 km au large de Los Angeles. Et là, les navires ont observé des phénomènes aériens dans le secteur, et ce qui est intéressant dans ce document-là, Yannick, et on en a souvent parlé, c'est qu'on voit dans cette série de pages qui sont envoyées, des échanges entre différents paliers de la US Navy, on parle de ces objets-là en utilisant de manière, disons, sans distinction, le mot UAV, qui veut dire Unmanned Aerial Vehicle, un véhicule aérien sans pilote, et UAP, Unidentified Aerial Phenomena, donc phénomène aérien non identifié. On voit que dans le lexique de la US Navy, des objets volants sans pilote puis des objets volants non identifiés, c'est presque synonyme. Donc,
Et pourtant, il peut y avoir un monde entre les deux parce que pour les amateurs d'OVNI, un phénomène aérien non identifié, c'est souvent synonyme de OVNI égale extraterrestre, alors qu'un objet volant sans pilote, c'est beaucoup synonyme de drone. Tu comprends? Oui. Donc, on voit que l'utilisation de ces expressions sont utilisées de manière presque synonyme dans les documents ou les échanges de la US Navy. Quoi qu'il en soit, dans le cas de ces incidents dont on parle en juillet 2019, ils ont perduré pendant quelques jours. Et là, on parle surtout de phénomènes de lumière, des objets. Il y a quand même des observations qui sont quand même très rapprochées. Hein. J'ai pu voir cette semaine une série d'entrées dans les livres de bord de ces navires, parce qu'on parle d'une flotte de bateaux. Hein. Il y avait le USS Kidd, le USS Rafael Peralta, le USS Russell, le USS John Finn. Donc, on parle ici vraiment d'une flotte de navires très importante. Et on parle notamment d'un de ces objets qui faisait littéralement du sur place au-dessus du pont du USS Kidd. Et ce qui est intéressant dans ces entrées, Yannick, c'est le fait que tu comprends, quand le commandant de bord décide de faire une entrée dans le livre de bord, il va laisser une trace écrite de l'événement. C'est pas quelque chose qui est comme qu'on pense sous la jambe. C'est on a vu une lumière puis on n'en parle plus. Non, c'est entré, c'est consigné dans le livre de bord. Donc, ce sont des phénomènes intéressants. Mais en ce qui me concerne, ce que je trouve le plus intéressant, c'est de voir de quelle façon UAV et UAP, dans les transcriptions de la US Navy, c'est souvent synonyme l'un de l'autre. Donc, à nous de tirer les conclusions que l'on veut. Mais bref, on voit que les manœuvres des militaires américains sont visiblement surveillées soit par les Russes, par les Chinois ou par quelqu'un venu d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, on a réellement l'impression que les autorités américaines, en tout cas les militaires américains, sont dans le collimateur de quelqu'un ou de quelque chose. Les auditeurs te demandent, Christian, pour ce qui est des vidéos sur lesquelles on voit ces phénomènes, où est-ce qu'on pourrait consulter ces documents-là? Est-ce qu'on les a mis sur la page Radio X-Files? Je pense pas, je ne les ai pas vus passer. J'en ai aucune idée, mais écoute, d'ici la fin de l'émission, je vais les mettre tous les trois, les trois vidéos, puis je vais mettre les trois vidéos, je vais renvoyer les gens à la source de la US Navy, parce que c'est la source première. Donc, ces vidéos-là, sur le site de la US Navy, ils n'ont pas été altérés, ils n'ont pas été coupés, ils n'ont pas été rallongés. Donc, c'est réellement les vidéos telles qu'on les voit par la US Navy. Tu es en train de me dire qu'il y a des vidéos sur YouTube qui ont été altérées? Mais ça... T'es surpris? Ça arrive. Ça peut arriver. Ouais. Ben, il y a des gens qui ne jurent que parce qu'ils voient sur YouTube. Ouais. Puis je me dis, mais ces gens-là, l'aspect critique, est-ce qu'ils l'ont développé avec le temps, tu sais? Parfois, il y a des choses qui sont sur YouTube, ça peut être du cinéma, là. Ça a été organisé justement pour vous faire croire en quelque chose qui n'est pas nécessairement vrai. On dirait qu'il y a des gens qui n'ont pas de discernement. Oui, absolument. Et écoute, on l'a vu la semaine dernière avec cette histoire de vidéo d'OVNI au-dessus de l'aéroport de Montréal, qui était un trucage fait par des étudiants de l'École polytechnique de Montréal. Et pourtant, les gens ont vu, ils ont eu 600 000 partages. Hein? Donc, les gens ont vu ces images-là et hop, voilà, on se pose pas de questions, on partage immédiatement, puis on envoie ça, puis voilà, il y a une invasion d'extraterrestres. D'ailleurs, je vais revenir un peu là-dessus vers la fin de l'émission. On va prendre peut-être 20 minutes, 30 minutes peut-être pour parler du projet Bluebeam, parce que beaucoup de gens ont interprété ces lumières-là au-dessus de Montréal comme étant peut-être le premier épisode d'un projet un peu complotiste qu'on appelle le projet Bluebeam. Donc j'aimerais revenir là-dessus parce que des gens m'ont écrit pour me parler de ça. On a vu, il y a même une vidéo qui a circulé où on voit un jeune homme à l'écran qui dit « Ah, faites vos recherches, documentez-vous, ces ovnis, ce ne sont pas vraiment des ovnis, ce n'est pas des extraterrestres, c'est la première étape, la première démarche du premier échelon du projet Bluebeam, faites vos recherches. Hein, comme on dit, faites vos recherches. Et en fait, cette histoire de projet Bluebeam, elle vient d'ici même, elle émane d'ici, du Québec. Hein. On en parle partout à travers le monde. Les théoriciens du complot l'ont récupéré, mais le premier propagandiste de cette histoire-là, on est à la fin des années 80, début des années 90. C'est un Québécois du nom de Serge Mona, qui était un habitué de l'émission de Richard Lynn, des extraterrestres, qui a parlé de cette histoire-là, de projet Bluebeam. Donc, si j'ai la chance, d'ici la fin de l'émission, là, je vais remettre ça un peu dans son contexte, qu'est-ce qui est arrivé. Mais bref,
on a vu cette vidéo circuler et des gens m'ont écrit est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce projet Bluebeam? Qu'est-ce que c'est? Donc, j'aurais aimé en parler la semaine dernière, mais on a manqué de temps. Donc, on va essayer de le reprendre cette semaine si c'est possible. Mais tu as tout à fait raison, Yannick. Les gens, souvent, on voit des trucs sur YouTube et les gens ne se posent pas de questions, savoir si c'est vrai, pas vrai. D'ailleurs, même dans le cas de l'armée, c'est un peu amusant parce que c'est le double standard. Hein? Les gens m'ont écrit en me disant, quand ces fameuses vidéos ont commencé à circuler de la US Navy, les gens m'écrivaient en me disant, voilà, ça c'est sérieux, c'est des vidéos reconnues par la US Navy. Et là, je leur répondais, donc dans ce cas-là, Roswell, c'est pas vrai. Roswell n'est qu'un ballon. Et là, je dis, mais non. Ben oui, il y a deux choses, là. La US Navy nous dit que ces vidéos-là sont authentiques. Donc, les gens qui veulent y croire disent ces vidéos-là sont authentiques puisque la US Navy confirme que c'est authentique. Parfait. Mais dans le milieu des années 90, les mêmes services militaires nous ont dit que l'objet de Roswell n'était rien d'autre qu'un ballon météo. Ah oui, mais là, ils nous mentaient. Tu comprends le double standard? C'est quoi? Sur quoi tu te bases pour dire là, ils te mentent et là, ils te mentent pas? Tu sais, ça fait mon affaire, donc ça doit être vrai. Puis quand ça fait pas mon affaire, ben ça doit être faux, ça doit être un mensonge. Donc, de deux choses l'une, en journaliste, tu peux pas prendre une source puis lui accorder bonne foi ou pas bonne foi selon tes interprétations ou tes impressions. Tu comprends? Ou la source, elle est tarie, donc elle est pas bonne. Donc, les vidéos, on doit les prendre avec un grain de sel, comme quand ils nous ont dit que l'objet de Roswell n'était qu'un ballon sonde. Ou bien on l'accepte et on reconnaît que ces vidéos-là sont très intéressantes, mais que l'affaire de Roswell n'est qu'un ballon sonde. Tu comprends? On ne peut pas arriver et choisir un peu ce que l'on veut en fonction de nos bonnes intentions, puis dire, moi, je crois ça, donc ça, c'est vrai. Donc, c'est une espèce de double standard qu'on retrouve énormément dans le milieu des ovnis. Les amateurs vont piger dans l'énorme documentation qui existe, des milliers de pages qui ont été rendues publiques sur la question des ovnis depuis les années 40. Et là, de temps en temps, on nous sort un document disant, voici une lettre écrite par le colonel machin, et on lit dans cette lettre, les ovnis existent, nous sommes visités par des extraterrestres. Mais on oublie de nous dire que dans le même lot, il y a 100 000 lettres écrites par d'autres militaires qui disent que les ovnis, c'est rien. Tu comprends? Donc, on choisit le document qui fait notre affaire. Donc, c'est un peu un double standard qu'on retrouve énormément dans le milieu des ovnis. Puis c'est très malheureux, mais bon, il faut quand même faire preuve de bon sens puis de sens critique par rapport à ça. Puis la fameuse phrase « Faites vos recherches », je trouve que c'est une belle phrase. Puis, tu sais, ça veut tout dire, mais ça a été repris par des individus un peu louches qui tombent justement dans le guet-apens des vidéos YouTube ou des explications qui ont été montées un peu en broche à foin pour vous faire croire n'importe quoi. Parce que ne pas croire, tu sais, faire confiance à des gens, oui, bien sûr, mais aller vérifier des fois, aller directement à la source, comme tu nous l'as dit pour les vidéos que tu vas mettre sur la page Radio X-Files, tu vas mettre les vidéos, mais qui vont directement à la source. C'est la source de la US Navy qui les a publiées. Mais tu as tout à fait raison, Yann. Et quand les gens nous disent « faites vos recherches », il faut toujours se rappeler que la qualité de la recherche est aussi dépend également de la qualité de la source. Tu sais, je veux dire, si je te dis, Yannick, fais tes recherches, puis là, tu me dis, je les ai faites, mes recherches, j'ai consulté 3 ouvrages, et les 3 ouvrages vont dans le même sens, mais ces 3 ouvrages écrits par des espèces de coin-coin, des illuminés qui ont écrit des ouvrages à compte d'auteur, sans aucune argumentation étoffée. Disons que tout ça n'a pas le même poids que si tu me dis j'ai vérifié telle histoire, par exemple, et des sources écrites par des scientifiques reconnus, publiées par de grandes maisons d'édition avec un comité de lecture. Oui, tu as fait tes recherches, mais on comprend que la recherche A est moins structurée avec des sources beaucoup moins fiables que ta recherche B. Mais regarde, donc c'est pas tous... Exact, oui. Mais ça prouve ce que je viens de dire. C'est des scientifiques qui font leurs recherches, puis ils mettent leurs réponses dans un magazine scientifique qui est reconnu. Mais avant que ce soit publié, il y a des scientifiques qui se penchent justement sur cette même recherche. On appelle ça les pairs. C'est vérifié par les pairs, puis une fois que c'est accepté, là, c'est publié. Et ça, c'est la démarche scientifique. Les gens ont tendance à pas bien comprendre comment fonctionne la démarche scientifique. Hein. Les scientifiques qui font une recherche vont publier. Puis ça veut pas dire que c'est garant. Hein. Ça veut dire, on le sait, il y a eu des scandales qui ont touché des grandes publications scientifiques, dont notamment l'histoire des vaccins contre la rougeole, les oreillons. Là, donc,
qu'on disait ça donnait l'autisme. Ça a été une publication qui était faite dans un périodique scientifique. Je crois que c'était le Nature qui avait publié cet article-là, Dr. Wakefield qui avait publié cet article-là. Et on a découvert après publication qu'il y avait eu collusion. Bon, le Dr. Wakefield a perdu son droit de pratique. La publication s'est excusée. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une erreur. Mais tu as tout à fait raison. Le processus, c'est un processus qui n'est pas imperméable à la fraude, qui n'est pas imperméable à l'erreur, mais c'est un processus qui est, somme toute, à peu près le meilleur que l'on connaisse. Les chercheurs font une étude, ils la publient. Lorsqu'elle est publiée, avant d'être publiée, elle est soumise à un comité de lecture par des scientifiques qui œuvrent dans le même domaine. Donc, ces gens-là sont aptes à juger ce qui est vraisemblable et pas vraisemblable. Et lorsqu'il y a des critiques, elles sont énoncées et avant que l'article soit publié, les auteurs doivent retourner à leurs travaux pour peaufiner leurs recherches jusqu'à ce qu'elles soulèvent à peu près l'unanimité auprès du comité de lecture. C'est le comité des pairs. Et lorsque cet article-là est publié dans un périodique scientifique reconnu, il est encore une fois soumis, mais cette fois-là au public, mais au public scientifique, parce que bien souvent, les publications scientifiques, tu sais, le New Science Physics Today, ça s'adresse bien sûr à des physiciens. Et donc, à partir du moment où l'article est publié dans une de ces publications, on comprend bien qu'il y a toute une communauté de physiciens qui vont lire l'article et ils vont exprimer également leurs doutes. L'idée est toujours de réfuter ce qui est présenté, pas de l'accepter, mais de le réfuter. Ça fait partie de la démarche scientifique. Mais c'est sûr, si les gens publient des trucs sur Internet, il n'y a aucune vérification, on publie dans des feuilles de chou, on publie des ouvrages à compte d'auteur, on peut raconter n'importe quoi. Donc, faites vos recherches, il y a recherche et recherche. Et les recherches scientifiques ne sont pas menées de la même façon que les recherches menées par un citoyen lambda. Mais encore une fois, il faut bien préciser, tout ça ne nous met pas à l'abri d'une erreur, d'une fraude, d'une manipulation, mais il y a une espèce de potentiel de garantie que l'on doit considérer lorsqu'un article est publié dans le New Scientist, le Nature ou sur la page du National Geographic que publié sur un site qui s'appelle www.complot.com. On est d'accord que ça n'a pas le même calibre. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. La conjointe de Stéphane, mon cher Christian, fait dire à son conjoint, il t'aime beaucoup. Bon, tant mieux. Plus les gens vont nous apprécier, plus on va rester longtemps en ondes. Elle dit, je profite de ce moment de radio pour dire à mon chum Stéphane que je l'aime. Pourriez-vous faire le message? Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Écoute, durant la pause, Yannick, j'ai placé le lien avec le département de la Défense aux États-Unis où on a les 3 fameux films montrant ces fameux ovnis. Donc, les films s'appellent le FLIR, le Go Fast et le Gimbal. Donc, ce sont 3 films. Les gens peuvent les télécharger, les voir. Et ce sont ces 3 films qui ont été pris lors d'incidents impliquant des navires de la US Navy. Un premier en 2004 au large de San Diego, en Californie, et les seconds là, en 2012 au large de la Géorgie, impliquant le USS Roosevelt. Donc, les gens peuvent voir ces fameux films qui ont été reconnus par la US Navy comme étant des films rapportés originalement comme des phénomènes aériens non identifiés. Parfait, on parle maintenant d'Hopkinsville. Donc, la bataille d'Hopkinsville, c'est le nom qu'on lui a donné dans la littérature. C'est un événement qui nous renvoie en 1955. C'est devenu un véritable classique du genre, une histoire tout à fait atypique. Donc, je n'en dirai pas plus. Après notre petite capsule audio, on verra ensemble les éléments pour, les éléments contre et pourquoi cette histoire-là continue d'alimenter autant de controverses et autant de passion dans le milieu des ovnis parce que c'est vraiment une histoire incroyable. Donc, sans plus tarder, la bataille d'Hopkinsville. Nous sommes en 1955. En janvier, la ville de Québec décide de faire de son carnaval d'hiver un événement annuel. Le 17 mars, une émeute éclate au Forum de Montréal
suite à la suspension pour le reste de la saison de Maurice Richard, le joueur étoile du Canadien. Le 18 avril, le physicien allemand naturalisé américain Albert Einstein s'éteint à l'âge de 76 ans à Princeton, au New Jersey. Le 1er août, la CIA et l'US Air Force procèdent au premier vol de l'avion espion U-2. Ces essais se tiennent dans une base militaire secrète au cœur du désert du Nevada, connue sous le vocable de Zone 51. Le 30 septembre, l'acteur James Dean perd la vie dans un épouvantable accident de voiture à Colham, en Californie. Il n'a que 24 ans. 10 jours plus tôt, à l'autre bout du pays, au cœur de la Bible Belt, une autre histoire a retenu l'attention de la population. Une histoire de visiteurs de l'espace. As 1955 got underway, WTIC listeners also heard President Dwight Eisenhower deliver his State of the Union address. On Hartford's Main Street... 21 août 1955 à Hopkinsville, au Kentucky. Il est 22h55. Assis derrière son bureau, le chef Russell Greenwell de la police d'Hopkinsville consulte les dernières affaires en cours. Une clôture vandalisée à la ferme des McGregor, une altercation entre 2 ivrognes et un accrochage de voitures sur Walnut Street. Bref, rien de très excitant. Il faut dire qu'Hopkinsville, avec ses 15 000 habitants, n'a rien à voir avec New York ou Los Angeles. Et c'est sans doute beaucoup mieux ainsi. L'arrivée de 2 voitures devant le poste distrait le chef Greenwell. Curieux. Généralement, les dimanches soirs, la ville s'endort vers 21h. Après, il n'y a que les chats errants qui arpentent les rues. Les yeux fixés sur les 2 voitures, le policier voit une demi-douzaine de personnes en descendre. Pendant un instant, ces gens tiennent une espèce de conciliabule dans le stationnement. Puis, le groupe se dirige résolument vers le poste. Un homme d'une trentaine d'années marche à la tête de cette horde improvisée. Il pousse la porte, fait quelques pas à l'intérieur et s'arrête près du comptoir. Il a l'air choqué. En voyant rentrer l'homme et ses compagnons, le chef Greenwell s'est levé. « Bonsoir, messieurs. Y a-t-il un problème ?» demande-t-il. « Bonsoir, chef. Je me nomme Elmer Sutton. Nous habitons une ferme juste à côté de Kelly, » explique l'homme sans même reprendre son souffle. « Et ce soir, moi et ma famille avons été attaqués par des espèces de lutins. » Laisse tomber l'homme le plus sérieusement du monde. Pendant quelques secondes, le chef Greenwell reste là, sans mot dire. Il dévisage l'homme devant lui. Un grand gaillard, solide, avec des yeux vifs. L'homme ne lui semble pas ivre, pas plus que ses compagnons d'ailleurs. Et dire qu'il croyait finir sa soirée en lisant des procès-verbaux sans intérêt. Des lutins psychopathes sur une ferme de Kelly. Voilà de quoi regretter le train-train quotidien. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. 19h04, donc la capsule qu'on vous présentait a malheureusement été coupée par l'ordinateur parce que l'ordinateur n'a pas aimé les bruits de grillons, ce qui fait en sorte que j'ai reparti l'ordinateur, puis on va être en mesure de vous présenter le restant de la capsule que je vais vous faire entendre dans à peu près, 5 secondes? En espérant que ça fonctionne. Allons-y tout de suite. Et voilà. Le 21 août 1955, vers 19h, Billy Ray Taylor, âgé de 21 ans, sort chercher de l'eau au puits. Levant les yeux, il aperçoit une lumière étrange qui tombe dans un ravin situé juste à la sortie de Kelly Station, à quelques kilomètres au nord d'Hopkinsville. Étonné, il se précipite à la ferme des Sutton, où il est en visite, pour raconter son histoire. Mais comme toute la maisonnée, 8 adultes et 3 enfants s'apprêtent à se mettre à table, la lumière de Billy, que tous croient n'être qu'une étoile filante, est vite oubliée dans le brouhaha. Une heure plus tard,
le chien se met à aboyer. Billy Ray et Elmer Lucky Sutton décident d'aller voir ce qui se passe. À peine ont-ils fait quelques pas à l'extérieur qu'ils aperçoivent une espèce de nain luminescent qui s'avance vers eux. Il mesure environ 1 mètre et brille de partout, comme s'il était plaqué de nickel. Il a 2 grands yeux jaunes placés de chaque côté de la tête, un peu comme les insectes, une longue bouche mince, de très grandes oreilles, des jambes courtes et minces, des bras très longs et des mains larges qui se terminent par des genres de serres. La créature marche en portant ses bras levés au-dessus de sa tête, comme si on la dévalisait, dira plus tard l'un des témoins. En voyant cette créature, les 2 hommes rentrent chercher des armes, un revolver et une carabine 22 longs rifles. De retour sur le porche arrière, la créature est encore là, mais beaucoup plus près. Elle est pratiquement dans la cour. Elle marche lentement, arborant toujours sa posture bizarre. Malgré les protestations des femmes qui les implorent de ne pas ouvrir les hostilités, Billy et Lucky braquent leurs armes et font feu simultanément. Le bruit de l'impact leur donne l'impression qu'ils ont tiré dans un seau de métal vide. À 6 mètres de là, la créature tombe à la renverse, fait une roulade et s'enfuit dans les bois. Les 2 hommes n'en reviennent pas. À cette distance, ils sont convaincus d'avoir atteint leur cible. Ils rentrent se mettre à l'abri. De l'intérieur, ils aperçoivent une autre créature qui regarde par la fenêtre de la salle de séjour. Lucky lève son arme et tire à travers les carreaux. De l'autre côté, à l'instar de sa consoeur rencontrée dans la cour, la créature roule sur le dos, se relève et disparaît dans la nuit. Pendant de longues minutes, il ne se passe plus rien. Billy et Lucky décident de ressortir. Comme ils se tiennent sous une petite avancée du toit, les gens à l'intérieur voient en descendre une main griffue, comme si elle voulait se saisir d'un des hommes par la chevelure. D'un bond, un des témoins agrippe Billy Ray et le tire à l'intérieur. Lucky Sutton saute dans la cour, braque son arme et tire sur le visiteur. Là encore, il est surpris par ce bruit de seau de métal vide. Atteinte littéralement à bout portant, la créature bascule dans le vide, chute en se balançant dans l'air comme une feuille morte et tombe sur le sol. Une fois par terre, elle se relève et s'enfuit en courant. Lucky Sutton n'en croit pas ses yeux. Les êtres se déplacent en adoptant toujours cette curieuse posture des mains en l'air et courent sans plier les jambes, comme si elles étaient faites d'un seul morceau, rigide. Lorsqu'elles s'enfuient, ces créatures se dirigent toujours vers un secteur non éclairé du champ pour se soustraire à la lumière. Comme il se prépare à rentrer dans la maison, Lucky aperçoit une autre créature qui se tient dans un arbre au milieu de la cour. Il épaule sa carabine et tire. Même scénario. Elle tombe en décrivant un mouvement de feuilles mortes, se relève et disparaît dans l'obscurité. S'engage alors une bataille digne des meilleurs westerns. Barricadés dans leur maison, les Sutton continuent de canarder ces gnomes qui semblent se balader tout autour de leur refuge. Les témoins vont observer jusqu'à 3 créatures en même temps, preuve qu'il ne s'agit pas d'un seul et même individu. À un moment donné, les assiégés entendent des grattements venant du toit. Encore une fois, Lucky sort. Il voit une créature qui se balade près de la cheminée. Il ouvre le feu. Cette fois, au lieu de tomber à la renverse, la créature s'envole comme une baudruche et va atterrir sur une clôture 15 mètres plus loin. Le fermier braque de nouveau sa carabine et appuie sur la détente. La créature bascule en arrière, tombe dans l'herbe haute et s'enfuit dans l'obscurité. Cette bataille, qu'on dirait tirée d'un mauvais film de John Wayne, va durer 3 heures. Le calme revenu, la famille, terrorisée,
s'engouffre dans 2 véhicules et fonce au poste de police d'Hopkinsville, à 10 km plus au sud. Russell Greenwell qui accueille les Sutton. Ils sont agités et tentent de résumer les événements extraordinaires de la soirée. Le policier, malgré leur discours un peu décousu, n'a aucun doute que quelque chose a effrayé ces gens. Quelque chose hors de l'ordinaire, dira-t-il plus tard. Il est aussi persuadé que les Sutton ne sont pas sous l'influence de l'alcool. Vers 1h du matin, les policiers d'Hopkinsville, ceux de la police d'État et même des agents de la base militaire voisine de Fort Campbell débarquent à la ferme des Sutton. Évidemment, les créatures n'y sont plus. En revanche, les enquêteurs notent les nombreux impacts de balles et plusieurs cartouches vides. Près de la clôture, là où un peu plus tôt une créature a été abattue, avant de se relever, les policiers remarquent une portion d'herbe luminescente, sans raison apparente. Au toucher, les plantes ne semblent pas enduites d'une substance quelconque. Vers 2 heures, leur constat complété, les enquêteurs rentrent chez eux. Les Sutton se retrouvent seuls. Ils craignent le retour des gnomes lumineux. Et ils ont bien raison. Comme elle vient de se mettre au lit, Glennie Langford, la mère de Lucky et de J.C. Sutton, voit apparaître à sa fenêtre la silhouette lumineuse d'une des créatures. Elle pousse un cri qui met aussitôt toute la famille en alerte. Lucky, qui au passage a ramassé sa carabine, aperçoit à son tour la créature et fait feu sur elle à travers la fenêtre. Les hostilités reprennent. Elles vont perdurer jusqu'à 5 heures du matin. À l'aube, les créatures semblent s'être définitivement évanouies. Au lendemain de ces événements, les Sutton sont interviewés par Bud Ledwith, un annonceur de la radio WHOP d'Hopkinsville. Ils racontent en détail leur terrifiante rencontre et fournissent un dessin des mystérieuses créatures. Dans les jours qui suivent, cette histoire de fermier aux prises avec des créatures d'un autre monde est relayée d'un bout à l'autre du pays. Les Sutton se retrouvent au centre d'un cirque médiatique. Cette soudaine célébrité les rend méfiants. Ils cessent de parler aux journalistes. Mais le mal est déjà fait. Leur histoire est colportée, travestie et transformée. Certains reporters, avides de sensations fortes, iront même jusqu'à parler de petits hommes verts lumineux avec des yeux de rayons laser. Avec les années, l'aventure des Sutton est devenue un classique dans l'histoire des ovnis. En août 2011, la petite agglomération a même tenu son premier festival des petits hommes verts. L'affaire n'a jamais été expliquée. Donc voilà, c'était la fameuse bataille d'Hopkinsville, présentée en 2 parties. Oui, effectivement. La prochaine fois, je ne mettrai pas des grillons. Oui, c'est que les grillons, l'ordinateur ne les a pas détectés, donc il a compris, l'ordinateur, qu'il n'y avait plus rien en ondes. Il a décidé de partir tout simplement en pause. Puis il a fallu se revirer de bord sur un dixaine, comme on dit, mon cher Christian. Mais on a bien réussi quand même. Voilà, voilà. Donc, les gens ont eu l'essentiel. Donc, cette histoire de bataille d'Hopkinsville, donc ce groupe de fermiers aux prises avec ces créatures. Écoute, comme je l'ai mentionné, c'est un récit qui est très, très atypique. On retrouve à peu près rien de semblable dans la littérature qui est consacrée aux ovnis. On sait, au niveau de l'investigation, on va revenir là-dessus, mais on sait que le projet Blue Book a une fiche
qui a été ouverte sur l'histoire d'Hopkinsville. Donc, on retrouve, d'ailleurs, j'ai mis en début d'émission, j'ai mis quelques images où on voit, par exemple, l'avancée du toit où se trouvait Elmer Sutton lorsque cette créature aurait descendu son bras pour attraper l'un des convives. On voit également les impacts de balles à travers les fenêtres, à travers le grillage, des moustiquaires. On voit j'ai placé également la fameuse fiche du projet Blue Book qui concerne cette histoire-là. Et aussi un dessin fait sur la description des témoins à quoi ressemblaient ces créatures. Une espèce de gargouille avec des mains qui ressemblent un peu à des serres d'oiseaux. C'est quand même très, très atypique. Donc, si on regarde cette histoire-là, il y a bien sûr des gens qui vont la défendre, d'autres qui vont considérer que c'est tout à fait fantaisiste. Il y a des éléments pour, il y a des éléments contre. Commençons par les éléments, si on peut dire les éléments pour. Lorsque moi, je me suis rendu à Hopkinsville pour essayer de couvrir cette histoire-là dans le cadre de Dossier Mystère, comme je l'ai mentionné, j'ai rencontré Geraldine Sutton Stitt, qui est la fille d'Elmer Lucky Sutton, qui est au centre de l'histoire. Il faut dire qu'au moment où ces événements-là vont se produire, elle n'était pas encore née. Elle est née quelques années après. Mais elle m'a raconté, elle a écrit d'ailleurs un petit ouvrage de quelques dizaines de pages qui s'appelle Alien Legacy, dans lequel elle raconte cette histoire-là. Et donc, j'ai passé une demi-journée avec elle et elle me racontait que pour elle, toute sa vie a tourné autour de cette histoire-là. Au niveau familial, les gens racontaient cette histoire-là. Dès qu'il y avait des réunions de famille, cousins, oncles, frères, sœurs, tout le monde parlait de cette histoire-là. Et jamais, à aucun moment, ces gens-là n'ont évoqué la possibilité qu'il pouvait s'agir d'un canular ou d'une mystification. Pour eux, il n'y avait aucun doute que ce soir-là, le soir du 21 août 1955, ils avaient bel et bien été les témoins de manifestations tout à fait extraordinaires autour de cette petite ferme qui se trouvait à Kelly Station. Écoute, à l'époque, Kelly Station, on devait compter à peu près 8 fermes et au total 25 habitants. Là. C'était vraiment là, un poste au nord d'Hopkinsville. Puis Hopkinsville, c'était quand même une petite ville de 15 000 habitants. Donc, grosso modo, cet élément-là, il est favorable sur l'authenticité des témoignages. Ça ne veut pas dire qu'ils ont réellement vu des extraterrestres, etc. Mais au dire, et je n'ai malheureusement que la parole de Geraldine Stitt, elle me raconte que cette histoire-là fait partie d'une espèce de patrimoine familial et pour elle, il n'y a aucun doute que ni son père, ni ses cousins et amis qui se trouvaient sur place, aucun d'entre eux n'a monté un canular. Pour eux, l'histoire était tout à fait authentique. Il faut savoir aussi que j'ai parlé avec des gens du poste de police de Hopkinsville et certains d'entre eux avaient connu le chef Greenwell, qui était à l'époque en poste au moment où les événements se sont produits. C'est lui qui voit arriver les Sutton au poste de police, qui leur raconte « Nous avons été agressés, attaqués par des lutins lumineux ». Il va se rendre sur place sans se prononcer sur l'authenticité des événements, savoir est-ce qu'ils ont réellement vu ces créatures-là. Les gens qui ont côtoyé Greenwell me disaient Greenwell était persuadé que ces gens-là avaient réellement été effrayés par quelque chose. C'était des gens qui faisaient, aux États-Unis, on est dans la Bible Belt, donc un endroit, une région rurale excessivement religieuse. Ces gens-là sont des chrétiens qui fréquentent l'Église de manière assidue. Et Greenwell a même confié à des collègues qu'au moment où il était chez les Sutton, il a rapidement fait le tour de la maison, espérant y trouver des bouteilles d'alcool qu'il n'a pas trouvé. Il n'y avait pas d'alcool dans la maison. Ces gens-là avaient une vie très rangée. C'était pas des gens qui attiraient l'attention. Ils ne consommaient pas d'alcool et on n'en a pas trouvé non plus dans la maison. Ces gens-là n'étaient pas ivres au moment où ils ont raconté ces événements-là. On a trouvé également sur place des traces de fusillade. On voit par exemple une photographie que j'ai mise où on voit Glennie Langford, qui est la mère Sutton, si je peux dire, qui pointe des endroits à travers la moustiquaire où les gens ont tiré, ont fait feu sur ces fameuses créatures. Les policiers sur place ont trouvé effectivement des cartouches vides et effectivement des impacts de balles qui montrent que ces gens-là ont bel et bien tiré sur quelque chose qui était autour de la maison. Est-ce qu'ils ont trouvé de l'ADN? Non, c'est ça. Là, on tombe dans les éléments contre. C'est-à-dire que là, ça, grosso modo, ce sont les événements qui sont plutôt favorables à l'authenticité de l'histoire. Maintenant, les éléments contre.
Ben, d'abord, il y a cette fameuse mère de famille, Glennie Langford, qui est une... Bon, faut dire, on est ici... Plaçons tout de suite les participants. C'est une région très rurale. Ce sont des agriculteurs. Ils ont souvent été décrits dans la presse comme des espèces de pecnos, hein, des hillbillies. On voit un peu le genre. Hein. Mais en réalité, c'était vrai pour certains d'entre eux. Madame Langford, par exemple, était peu éduquée. C'était une femme qui avait grandi toute sa vie dans une région rurale, sur la ferme de ses parents. Et ensuite, lorsqu'elle s'est mariée, elle est elle-même devenue une agricultrice. Donc, c'est une femme peu éduquée. Donc, une partie des membres de la famille Sutton sont ce qu'on pourrait qualifier, nous, de citadins, comme étant des pecnos, des hillbillies. Mais ils ne sont pas tous de ce genre-là. Notamment Elmer Sutton, qui était l'un de ses fils. C'est un individu qui avait un travail en ville, qui était relativement éduqué, qui était même assez entreprenant au niveau des affaires du commerce. Hein, il avait notamment développé des ententes avec des commerces locaux. Il travaillait également comme manœuvre. Il avait travaillé comme manœuvre sur des cirques, des trucs comme ça. Donc, c'est un individu qui était assez, je dirais pas éduqué, mais assez débrouillard. Un homme de la ville presque, un citadin. Donc, mais cette dame, donc Glennie Langford, lorsque les policiers vont discuter avec elle va leur confier qu'elle a lu ou a entendu parler de quelques histoires d'extraterrestres et elle a conservé un article qu'elle va montrer d'ailleurs au chef Greenwell, un article où on parle d'un individu qui aurait capturé un extraterrestre, un martien, mais qui en fait n'était qu'un singe, le cadavre d'un singe qu'on avait recouvert d'une peinture couleur aluminium. Donc, il y a un article qui parle de ça et Madame Langford a gardé cet article-là et on sait que localement, au cinéma de Hopkinsville, il y avait un film il y avait eu un film quelques jours plus tôt qui avait cessé de prendre l'affiche, qui parlait justement d'extraterrestres. Quelques mois plus tôt, une autre observation d'OVNI avait marqué la petite communauté de Kelly Station. Donc, on est dans un environnement où on voit que les gens ils baignent dans des histoires d'ovnis et Madame Langford est clairement intéressée par ce sujet des ovnis. Lorsque les événements vont se produire, je t'ai parlé de ce Elmer Sutton, hein, un homme presque citadin, plutôt entreprenant, il ne manquera pas l'occasion de placer devant la ferme une affiche demandant aux gens qui veulent visiter l'endroit où les extraterrestres, les martiens sont venus, les hommes de l'espace, avec un carton qui indique que c'est $1 pour visiter l'endroit. Donc, on commercialise l'affaire. Hein? Donc, vous voulez voir l'endroit où les martiens sont venus, où on a fait feu sur eux. Donc, parce que l'histoire est rapportée, bien sûr, dans la presse. J'ai mis quelques articles qui ont couvert cette histoire d'événements de Little Green Man qui attaque des fermiers. Donc, comme l'histoire est rapportée dans la presse, tu comprends qu'il y a des gens qui se rendent sur place, ils veulent voir les lieux et Lucky Sutton en profite pour justement demander une espèce de dédommagement $1 pour que les gens puissent avancer sur la ferme. Comme je l'ai mentionné, les gens vont porter un intérêt particulier sur ce Elmer Sutton parce que c'est un homme entreprenant qui manque pas une bonne occasion de faire des sous. Et là, on se dit, est-ce que le Sutton, le fait qu'il demande $1 aux gens pour visiter la ferme, est-ce qu'il n'aurait pas monté un canular dans l'espoir de faire de l'argent? Mais néanmoins, il faut quand même se dire que l'histoire est rapportée d'un bout à l'autre du pays. Elle fait la une des journaux, elle fait la une, ou en tout cas la manchette dans les journaux, la une dans les journaux d'Hopkinsville, bien sûr. Et pour la plupart des journalistes, les Sutton sont décrits comme des pecnos, des agriculteurs, des fermiers peu éduqués. Donc, la retombée négative est plus grande que les $1 que Elmer Sutton va tirer par les quelques dizaines de visiteurs qui se sont rendus sur place. Il n'y a eu aucune enquête qui a été menée sur les lieux. Hein. La légende nous dit que les policiers du comté y sont allés, que la police d'Hopkinsville s'est rendue sur place. On mentionne même, et je l'ai mentionné dans ma capsule parce que ça fait partie de la légende, on dit que des enquêteurs de la base militaire locale de Fort Campbell se seraient rendus sur place. Mais les faits ne sont pas aussi catégoriques que ça. On sait que la police du comté y est allée, on sait que la police d'Hopkinsville y est allée, mais pour ce qui est des agents de la base de Fort Campbell,
tous les documents d'archives semblent indiquer que, effectivement, 2 individus de la base de Fort Campbell se sont rendus à la ferme des Sutton, mais ils ne s'y seraient pas rendus le 21 août au soir, donc le soir des événements, mais s'y seraient rendus plutôt le lendemain et s'y seraient rendus sur une base purement personnelle. Donc 2 membres de la base militaire, en découvrant les articles publiés dans la presse dès le lendemain, vont se rendre apparemment sur la ferme des Sutton et parler avec la famille Sutton, mais ils le font sur une base personnelle. Ce n'est pas un mandat officiel de la base de Fort Campbell et encore moins du département de la Défense. On sait toutefois que ce sont ces gens de Fort Campbell qui vont envoyer une information, en fait un compte-rendu des événements au projet Blue Book. Qu'est-ce que c'est que le projet Blue Book? Bon, les gens qui sont familiers avec la série télé savent un peu de quoi on parle. En fait, tout ça avait commencé en 1947. Donc, de 1947 à 1969, l'armée de l'air américaine va maintenir un intérêt, une investigation sur la question des ovnis. Au début, le projet s'appelle le projet Sign, de 1947 à 1949. 1949 à 1951, le projet va changer de nom sous le nom de Project Grudge et fin 51, début 52, le projet va adopter ce nom de Projet Blue Book jusqu'en 1969. Donc, au moment où l'incident de Kelly se produit en 1955, on en est dans les premières années du projet Blue Book, là, qui a adopté depuis 1952 le nom de Blue Book. Ce sont les officiers de Fort Campbell qui vont envoyer un communiqué aux gens du projet Blue Book pour leur dire on a quelques articles les articles de journaux locaux en lui disant, ben voilà, on a eu une histoire d'OVNI qui s'est produite au nord d'Hopkinsville, à Kelly Station, et c'est comme ça donc que cette fiche sera rempli pour le projet Blue Book. Mais le projet Blue Book lui-même ne se rendra pas sur place. Les enquêteurs du projet Blue Book ne se rendront pas à Kelly pour enquêter sur cette histoire. On ne fait simplement qu'une petite fiche d'entrée avec les coordonnées de l'événement, le lieu, la date, et avec ça, dans le dossier, on place simplement les articles de journaux qui ont été envoyés. Il n'y a pas d'investigation. Et c'est assez amusant parce que le dossier de Kelly Hopkinsville porte les lettres CP. En début on a la date, on a le numéro du dossier, mais il y a les lettres CP. Et on sait aujourd'hui, c'est l'un des directeurs du projet Blue Book, un certain Edward Ruppel, qui a expliqué que les lettres CP voulaient dire crackpot, donc des cinglés. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas eu d'enquête au sein du projet Blue Book quand l'histoire d'Hopkinsville est arrivée. Ils ont colligé les articles de journaux, ils ont ouvert une fiche, mais il n'y a pas eu d'enquête parce que quelqu'un, quelque part au sein du projet Blue Book, a considéré que l'histoire émanait d'individus tout à fait cinglés, tout à fait illuminés, donc pas d'investigation. Il faut savoir aussi que sur place, en dehors des impacts de balles, on n'a absolument rien trouvé. On n'a pas trouvé de sang, on n'a pas trouvé de traces qui laisseraient croire qu'un engin inconnu se serait posé dans le boisé derrière la ferme des Sutton. On n'a absolument rien. Donc, tous ces éléments-là vont plaider en défaveur, si je puis dire, de l'histoire d'Hopkinsville. Donc, pas de preuves, pas véritablement d'enquête. Les autorités considèrent que les Sutton sont un peu des crackpots de raconter une histoire comme celle-là. Et en dehors des trous de balles dans les moustiquaires qui montrent qu'ils ont tiré sur quelque chose, ben, il n'y a rien qui permet de croire que ce qui a été observé par ces gens-là était exotique. J'ai dit à la fin de la capsule que l'histoire n'a jamais été expliquée. Mais jamais expliquée, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas proposé des explications. Et les explications proposées, d'abord, il y a cette lumière qui va être apportée par Billy Ray Taylor au début de la manifestation. Il sort, il va chercher de l'eau au puits, il voit une lumière qui traverse le ciel et il a l'impression qu'elle tombe derrière une petite colline qui se trouve derrière la ferme des Sutton. Et là, il entre il est en visite, et là, il entre à l'intérieur, et là, raconte aux convives autour de la table qu'il a vu cette lumière. On sait, vérification faite, que ce soir-là, vers 19h, effectivement, une météorite a traversé le ciel du Kentucky, et on sait qu'elle était sur une trajectoire du sud vers le nord, et elle correspond non seulement en trajectoire, mais également à la description
correspond à ce que Taylor a raconté, c'est-à-dire une lumière brillante qui traverse le ciel. Donc, il y a de fortes raisons de croire que ce qu'a observé Taylor était effectivement cette météorite qui a traversé le ciel du Kentucky à ce moment-là. Maintenant, pour ce qui est des créatures-là, c'est plus complexe. On n'a pas beaucoup d'explications qui vont... On a, la fraude, bien sûr. Il y a ceux qui croient fondamentalement au récit des témoins. Ils ont été attaqués par des espèces de gnomes lumineux. Il y a d'autres individus, je pense notamment au sceptique Joseph Nichol, qui lui a proposé comme explication que les Sutton auraient pu être surpris par un groupe de hiboux, de chouettes ou d'oiseaux de ce type-là. C'est vrai qu'il y en a beaucoup dans cette région, des chouettes, grands-ducs, hiboux. C'est vrai que ce sont des animaux ce sont des oiseaux qui sont très territoriaux. C'est vrai que par certains aspects, si on prend par exemple un grand-duc, il peut ressembler un peu à la description que les Sutton ont fait. Créature à peu près d'1 mètre de haut, des yeux jaunes, des oreilles. Les grands-ducs ont des espèces d'oreilles, mais en fait, c'est pas vraiment des oreilles, mais c'est des espèces de coiffes qu'ils ont de chaque côté de la tête. Il faut quand même être un peu sa brosse pour mélanger des grands-ducs avec des extraterrestres. Tu as tout à fait compris. C'est-à-dire que c'est pour ça que cette explication-là, je l'évoque, elle est mentionnée. La plupart des sceptiques vont s'y référer en disant si les Sutton n'avaient vu qu'une seule créature, je pense par exemple à l'affaire du Mothman dont on a déjà parlé, les gens voient le Mothman, ils sont à ce moment-là, on est en 1966, on est à Point Pleasant en Virginie, des gens vont dans une espèce d'ancien dépôt de dynamite qui est depuis un parc faunique et principalement une réserve d'oiseaux. Et ils voient une créature qui déploie des ailes. Ils disent, comme des yeux, ses yeux semblaient au milieu de la poitrine, elle a déployé des ailes. On a eu peur, on a quitté. L'explication vraisemblable, c'est qu'ils ont vu un oiseau échassier. Les oiseaux échassiers, éclairés par exemple par les phares de la voiture, ont replié sa tête vers son corps pour se protéger. C'est une réaction de défense que les oiseaux échassiers font. Et lorsqu'ils déploient leurs ailes, évidemment, ça fait 1,50 m, presque 2 mètres de large. Probablement que ces gens-là, ils ont vu la créature uniquement par les phares de leur voiture. Ils ont probablement été effrayés par un grand oiseau échassier. Donc, ça, on peut l'expliquer assez aisément. Mais dans le cas des Sutton, écoute, ça dure 3 heures. Ils tirent sur les créatures, en voient à un moment donné 3 en même temps. Ou bien ces gens-là, comme tu dis, étaient sa brosse où ils ont monté un canular. Mais leur témoignage va directement à l'encontre de l'idée. Je veux bien croire que les gens déforment, mais là, entrevoir des gnomes lumineux qui avancent dans la cour en tenant les bras au-dessus de leur tête comme si on les dévalisait, et finalement une volée de grands-ducs ou de chouettes, là, ça me paraît excessivement tiré par les cheveux. Je n'exclus pas cette possibilité. Je sais que notre imagination peut jouer des tours. Je sais que les gens, souvent, ils racontent ce qu'ils croient être la réalité, qui n'est pas nécessairement la vérité fondamentale, mais tu as tout à fait raison. Le témoignage semble tellement éloigné d'une confusion avec des oiseaux que ça me paraît difficile d'accepter cette explication comme étant une hypothèse vraisemblable. Il y a un auditeur qui pose une question très pertinente. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur l'arme qui avait été utilisée par l'individu quand il a tiré? En fait, Elmer Sutton utilise une carabine 22 long rifle. Okay. Et l'autre pistolet, c'est un pistolet de calibre 38. Le Bailey Ray Taylor avait un pistolet de calibre 38. Donc, lorsqu'ils font feu sur les créatures, ils utilisent une carabine 22 et un pistolet 38. Et un pistolet de calibre 32. Et pour eux, ils ont la conviction qu'ils ont atteint ces créatures. Et comme je l'ai mentionné dans la capsule, lorsqu'ils tiraient, c'est revenu à plusieurs reprises dans leur témoignage, ils avaient l'impression de tirer dans des seaux en métal vides. Ça faisait une espèce de bruit de canisse, comme on dit. Et la créature tombait sur le dos, se relevait et s'enfuyait. Donc, est-ce que les Sutton ont réellement confondu un groupe d'oiseaux nocturnes à des créatures qu'ils ont perçues comme étant des gnomes, des espèces de farfadets? Ça reste très difficile. On est partagé entre les éléments pour. Les gens qui ont côtoyé les Sutton, dont des membres de la famille, pour eux, ça fait partie du folklore local, ça fait partie d'un héritage familial. Les policiers impliqués disent que ces gens-là avaient visiblement pas consommé d'alcool. Leur témoignage semblait crédible. Néanmoins, l'histoire
qu'il raconte est tout à fait invraisemblable. Tu t'imagines une ferme au milieu du Kentucky. Tu sais, si c'était un extraterrestre qui venait de très très loin dans le cosmos, donc Kelly Station au Kentucky, ce serait pas la place où t'irais atterrir. Tu sais. C'est quand même... Mais bon, l'histoire fait partie du folklore et on n'a pas trop d'explications. C'est une belle histoire, mais bien sûr, les preuves sont manquantes pour pouvoir trancher d'un côté ou de l'autre. Donc, moi, personnellement, je ne sais pas ce qu'ils ont vu. J'hésite à adhérer à l'hypothèse des oiseaux nocturnes. Mais entre les oiseaux nocturnes et des gnomes venus d'une autre planète, il faut s'entendre que l'un ou l'autre, c'est difficile de faire son choix. Des questions d'auditeurs. Est-ce qu'ils ont trouvé des têtes de balle aplaties au sol? Ça, le rapport ne le dit pas. Donc, ils ont trouvé des cartouches, les marques laissées par les balles, mais je ne crois pas qu'ils aient retrouvé la balle elle-même. Et on me dit qu'il se pourrait que les Sutton utilisent des champignons magiques dans la sauce brune. C'est possible qu'ils utilisent beaucoup de champignons. Mais c'est une belle histoire. Moi, je dois t'avouer, Yannick, quand j'ai commencé à m'intéresser aux ovnis dans les années 70, c'est une des premières histoires que j'ai lues, l'affaire d'Hopkinsville. Elle est à peu près dans tous les livres sur les ovnis. Il y a eu également des bandes dessinées qui ont été faites où on a reconstitué en bande dessinée l'histoire d'Hopkinsville. C'est un classique. Il y a même un film qui a été tourné en 2017, je crois, qui s'appelle L'invasion de Kelly, un tout petit film avec un très très faible budget qui raconte l'histoire. C'est sûr que c'est un peu magique, hein? Ces gens isolés dans leur ferme qui sont attaqués par des gnomes extraterrestres. C'est une très très belle histoire. Maintenant, j'irais pas miser sur cette histoire-là pour essayer de défendre un dossier pour dire voilà, nous sommes visités par des extraterrestres. Je pense que le dossier manque un peu d'étoffe. On revient tout de suite. OK. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. Dernier segment de Radio X-Files en ce vendredi 9 avril. C'est important de vous dire que demain, le podcast sera disponible, donc je me chargerai de le mettre sur la page Facebook Radio X-Files vers les alentours d'11h ou encore midi. Et sinon, il y a énormément de gens qui recherchent les anciennes émissions de Radio X-Files. Eh bien, elles sont disponibles sur Spotify et je sais que si vous faites des recherches sur YouTube, vous tapez Radio X-Files, eh bien, il y a énormément d'émissions des premières saisons, de la deuxième saison qui sont là aussi sans aucun problème sur YouTube. Donc, Spotify et YouTube. Christian, on parle maintenant du projet Blue Beam. Oui, je voulais prendre quelques minutes pour te parler de ça. Donc, comme je l'ai mentionné, dans la foulée de ces vidéos de Montréal et de Québec qui ont circulé dans les médias sociaux la semaine dernière, des gens ont évoqué le projet Blue Beam. Et des gens m'ont écrit en me disant « Mais qu'est-ce que c'est ce projet Blue Beam? Est-ce que c'est un projet du gouvernement? » Disons qu'ici, Yannick, on doit entrer dans une zone qu'on appelle la frange, de fringe en anglais, et je pourrais comparer ça un peu aux anneaux de la planète Saturne. Hein? C'est un système qui fonctionne un peu comme ça. Imagine-toi que l'ufologie, c'est la planète Saturne. Ben, la frange, c'est un peu comme les anneaux. C'est pas la planète, mais en même temps, ça en fait partie. C'est un peu exactement le même mécanisme. La frange, ce sont des gens, une communauté d'individus qui œuvrent, dont le discours tourne autour de la question des ovnis et des extraterrestres, mais ce n'est pas à proprement parler de l'ufologie en tant que telle. C'est souvent des théories du complot, et même dans certains cas, on peut même glisser dans des mécanismes religieux. Qu'on pense par exemple à Raël. Hein? Son discours, c'est « j'ai rencontré des extraterrestres, les extraterrestres sont nos créateurs », mais les ufologues ne s'intéressent pas à Raël. Hein, Raël, c'est une minorité religieuse qui récupèrent les extraterrestres pour en faire un peu leur dieu ou leur déité. Là. Et Raël, selon ses propres propos, est le seul qui peut discuter avec les Elohim. Ah, absolument. Il parle avec eux par télépathie. Bon, donc, tu vois, on est dans ce milieu-là, là, avec le projet Blue Beam. Ce projet Blue Beam, le principal propagandiste de cette histoire-là, c'est un individu, un Québécois qui s'appelle Serge Mona, qui faisait un peu dans les théories du complot. Il faut savoir que Mona, contrairement à... On s'imagine souvent que les complotistes, c'est des espèces d'illuminés avec des tucs en aluminium sur la tête. Là. Serge Mona n'est pas de
de cette catégorie-là. C'est un homme qui est très éduqué, très articulé. Il est décédé d'ailleurs à 51 ans d'une crise cardiaque foudroyante. Et pour beaucoup de théoriciens du complot, tu comprends, comme son discours était un peu de dénoncer des complots, on s'y met à imaginer, est-ce que Serge Monnat aurait été abattu? Est-ce que quelque part, des gens auraient souhaité sa disparition et on l'aurait aidé à disparaître? Qui plus est, Serge Monnat on ne lui connaissait pas d'antécédent cardiaque. Donc, il décède en 96, à l'âge de 51 ans. Il était le fondateur d'une organisation qui s'appelait l'Agence internationale de la presse libre. Mais Serge Monnat était à peu près le seul membre de cette organisation. Il se décrivait comme étant journaliste, même s'il ne faisait pas partie d'aucune association ou fédération de journalistes professionnels. C'était un habitué, tu le comprendras bien sûr, de l'émission Ésotérisme expérimental. Parce qu'à l'époque, il faut le savoir, au début des années 90, avant l'avènement des télévisions spécialisées, les seules places où on pouvait parler d'ovnis, de théories du complot, c'était à l'émission Ésotérisme expérimental. Et Christian, est-ce que c'était moi qui animais ça, là? Oui, c'était toi. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un petit extrait de quelques secondes. On écoute Serge Monnat. L'unité, ça va faire la force. Oui, mais il y a un seul problème, c'est que le gouvernement mondial qui va s'instaure dans une orientation précise qui n'est pas à la faveur des populations, qui est ni plus ni moins qu'un régime communiste, mais à l'échelle mondiale. Une dictature. Une dictature beaucoup plus poussée que celle qui existait avec Hitler. Hitler est un enfant d'école à côté de ce qu'on veut instaurer à l'échelle planétaire. De la même manière, comme j'en ai déjà parlé, que l'URSS, ça a été un terrain d'expérimentation à bien des niveaux pour ces personnes-là au niveau international. Oh, il y a des gens qui vont faire des parallèles. Oui, absolument. Donc, tu vois, c'est un discours qui est très, très proche de ce qu'on appelle l'extrême droite. Ouais. Et son discours, il est très conspirationniste. Monnat va publier plusieurs ouvrages exactement dans cette foulée. Le gouvernement mondial de l'Antéchrist, le projet Bluebeam de la NASA, les protocoles de Toronto, qui ressemblent un peu à un ouvrage qui s'appelait Les protocoles des sages de Sion, qui était un ouvrage qui dénonçait le grand complot juif et que, principalement durant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler et ses milices ont utilisé cet ouvrage-là pour justifier leur politique antisémite. Donc, Monnat, lui, avec les protocoles de Toronto, c'est un peu la même chose, sauf que c'est plutôt un complot ourdi par les francs-maçons plutôt que par la juiverie internationale. Et on peut même trouver l'intégrale des ouvrages de Serge Monnat dans une espèce de brique éditée aux éditions AIDS qui fait à peu près 700 pages. Donc, tu vois le genre. Et là, on arrive à ce fameux projet Bluebeam. Donc, c'est en 1994 que Monnat va publier un premier manifeste qui s'appelle le projet Bluebeam de la NASA. Et on est toujours dans la vision très conspirationniste, dans cette frange. C'est pas l'ufologie, mais c'est un milieu autour de l'ufologie qui récupère les extraterrestres. Et là, Monnat, évidemment, il n'y a pas de documents qui priment ça, et les documents qui ont circulé à ce sujet-là sont tous des documents qui ont été clairement identifiés comme étant des faux. Mais bien sûr, les théoriciens du complot ne s'arrêtent pas à ça. Les faux, c'est du vrai dans du faux, ou c'est des gens qui ont dit que les documents étaient faux pour les discréditer, mais les documents sont vrais, tu comprends? Donc, on aura toujours le moyen de jongler pour essayer de justifier notre adhésion. L'idée de Monnat est la suivante. La NASA, principalement la NASA, c'est assez amusant parce que la NASA, on le voit, là, on se prépare tout dans les prochains jours à faire voler Ingenuity au-dessus de Mars. C'est curieux qu'en dehors des milieux conspirationnistes, la NASA est toujours l'objet de commentaires tout à fait élogieux. C'est une source d'émerveillement pour tout le monde. Moi, le premier, je veux dire, on a mis Ingenuity, Perseverance, les autres robots, Curiosity avant, la conquête de la Lune. La NASA, c'est l'image, le porte-étendard de l'émerveillement. Aucune organisation sur Terre n'a fait reculer les frontières du connu que l'a fait la NASA, et avec des émerveillements extraordinaires. Sauf dans le milieu des complotistes. La NASA est toujours diabolisée. Je ne sais pas pourquoi, mais on aime ça, diaboliser la NASA. Et Monnat en est le premier avec son histoire de projet Bluebeam. La NASA et d'autres organisations tentaculaires avec les Illuminati, les reptiliens, tous ces gens-là concocteraient ensemble pour m'instaurer un nouvel ordre mondial. D'ailleurs, le discours qu'il tient, qu'on a fait entendre dans l'émission de Richard Glenn, c'était justement la mise en place de ce régime totalitaire, ce nouvel ordre mondial. Et pour y arriver, la NASA va
développer un programme en plusieurs étapes, dont la première étape est de créer des espèces de catastrophes naturelles artificielles. Donc, ça nous donne l'idée de tremblements de terre, des changements climatiques. Et là, bien sûr, on se met à se dire que tout ça est naturel. Ça doit être à cause du réchauffement de la planète. Mais dans la vision complotiste que propose Serge Mona, il y a derrière ça une volonté appuyée par de la technologie. Par exemple, le projet HAARP, qui se tenait en Alaska, qui s'appelait le High Frequency Active Auroral Research Program, dont l'objectif premier était d'étudier la ionosphère. C'était un programme qui était conjoint avec l'Université de l'Alaska et le département de la Défense aux États-Unis, parce qu'il faut savoir que les communications radio et les communications, par exemple, par les sous-marins vers des stations au sol, se font par la propagation d'ondes dans la ionosphère. Donc, on étudiait les ondes, la propagation des ondes dans la ionosphère. Mais pour les théoriciens du complot, c'est pas ça, HAARP. HAARP est un curieux projet qui vise à contrôler les climats, à créer des catastrophes, à créer des tempêtes, des ouragans ou des tremblements de terre. Donc, la première étape du projet Bluebeam de la NASA, c'est de créer des catastrophes pour que les gens soient soudainement à l'affût en se disant « il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que l'apocalypse est à nos portes? » Et là arrive, toujours dans le programme Bluebeam proposé par Serge Mona, arrive la deuxième étape. Faire accroire aux populations, et là tu comprendras notre histoire d'OVNI au-dessus de Montréal et de Québec, faire accroire aux gens à un second avènement. Ça n'a pas d'importance ce que tu crois. Est-ce que c'est le Christ? Est-ce que ce sont les extraterrestres? Est-ce que c'est le retour de Mahomet? Ça n'a strictement aucune importance. L'idée, c'est de créer dans l'imaginaire collectif l'idée d'un nouvel avènement. Quelque chose arrive, quelque chose va transformer le tissu social et ce tissu social va dépendre de cet avènement. Et bon, ben évidemment, si on voit des ovnis au-dessus de Montréal, c'est pas de vrais ovnis, c'est des ovnis créés par la NASA pour préparer l'étape numéro 2 de ce projet Bluebeam, donc l'avènement. Quelle que soit la nature de celui qui va être le porte-étendard de ce nouvel avènement. Et enfin, la troisième étape du projet Bluebeam, écoute, ça nous rejoint un peu, c'est l'idée de « tu fais tellement peur aux gens » que tu vas pouvoir les contrôler. Donc, tu as créé des catastrophes naturelles. Tu les as fait accroire à un second avènement. Là, les gens sont paniqués et là arrive la mise en place d'un gouvernement mondial qui va prendre le contrôle d'une population apeurée pour leur dire « vous devez faire ceci, vous devez faire cela, vous devez vous faire vacciner. » Tu comprends? Donc, c'est l'idée de ce projet de projet Bluebeam que propose Serge Mona. Encore une fois, je dois insister là-dessus. Malgré son discours, malgré que Serge Mona est un individu, j'ai eu la chance de le rencontrer à 3 ou 4 reprises. Dans les années 90, comme je l'ai mentionné, il était un habitué des conférences de Richard Glenn, un habitué de son émission. Et à travers ça, bon, j'ai eu la chance de le côtoyer. C'est un homme très intelligent, très articulé, mais des idées là, tout à fait saugrenues. Il adhérait à des hypothèses fantaisistes. Et bien sûr, aucune preuve de ça, que des documents plus ou moins convaincants, falsifiés, des coïncidences. Souvent, dans ce milieu du complotisme, on va tracer des liens, souvent très esthétiques, là, pour essayer de faire coller A avec B. Il reste 15 secondes, Christian. Mais tout ça semble bien sûr des constructions fantaisistes. Et aujourd'hui, bien sûr, le projet Bluebeam est souvent discuté dans les milieux complotistes, mais ne repose absolument sur rien, si ce n'est une idée plutôt fantaisiste de Serge Mona. Mais là, tu parles de Serge Mona puis les théories là, du complot, nouvel ordre mondial, puis là, on a la COVID. Veux-tu nous envoyer un message? Salut! Non. Salut Yannick. Bon week-end, mon ami. Bon week-end à tout le monde. Aussi. Puis on se rejoint ce vendredi prochain. Bye-bye. Radio X Files. Radio